pas, j'avais l'impression qu'elle me détestait en fait. Tous les jours, elle me tapait, tous les jours, elle m'insultait, être seule comme ça que être avec dans un endroit où j'ai pas ma place, où on me comprend pas. Et du coup, ça fait son cheminement dans ma tête, mais je pouvais pas me convertir tant que j'étais chez ma mère, parce qu'elle, elle aurait jamais accepté. Alors, ben, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants. Actuellement, je suis entrepreneur et aussi investisseuse. Et on va dire que je suis pas trop une fille facile, c'est un peu chaotique. Mes parents, ils ont divorcé quand j'avais 6 ans. Et c'était assez compliqué parce qu'en fait, mon père, il a eu un cancer. Et il a guéri. Mais après, ça a été un peu, comment dire, un peu la descente aux enfers, en fait, pour lui, parce que il a sombré dans l'alcoolisme, en fait. Et ma mère a essayé de l'aider, mais il y avait rien à faire. Il se rendait pas compte, en fait, qu'il avait un problème. Et jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle demande le divorce. Donc après, je vivais avec ma mère toute seule. Et je voyais mon père tous les 15 jours. Et voilà quoi. Et il continue en fait à boire et tout. Après, ma mère a rencontré un autre homme. Et malheureusement, pardon, lui aussi, il était alcoolique, mais il était violent. Et du coup, il frappait ma mère. Et mon père, il savait pas tout ça en fait. Heureusement, cet homme-là, il m'a jamais frappé, mais il frappait ma mère et tout. Et après, elle a eu un enfant avec cet homme-là. Et un jour, quand ma sœur, elle avait 9 mois, si je me rappelle bien, il l'a frappée aussi. Et ça a vraiment été le déclic pour ma mère. En même temps, c'était compliqué parce que c'était vraiment tous les jours, en fait. Tous les jours qu'il la frappait. Et quand je dis qu'il la frappait, il la frappait vraiment, quoi. Elle avait vraiment des cocards, elle était vraiment femme battue, quoi. Et un rien pouvait déclencher quelque chose. Et donc, on vivait constamment dans ce climat où on avait peur de dire quelque chose, de faire quelque chose. Et après, je suis partie en foyer pour femmes battues avec ma mère. Après, il y a les services sociaux qui se sont mêlés à tout ça. Et ma mère, en fait, elle a pris conscience qu'elle risquait de me perdre, moi et ma sœur. Et du coup, même si c'était dur pour elle, parce qu'en fait, elle avait peur de lui. Et à chaque fois, il revenait tout le temps. Et à chaque fois, elle se remettait avec lui parce qu'elle avait peur, en fait. Et jusqu'à ce qu'elle trouve la force de casser cette spirale et de ne plus... C'était fini, quoi. Elle avait décidé que, c'en était trop et que elle voulait pas perdre ses filles. Du coup, elle a réagi et elle a réussi à partir, en fait. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, je continuais à voir mon père. Et un jour, j'avais 10 ans. Je me rappellerai toute ma vie. Euh, Vu qu'à chaque fois je le voyais, il faisait tout le temps la tournée des bars et tout, et moi j'en avais marre. Et du haut de mes 10 ans, je lui ai dit, écoute, moi je viens pas te voir en fait pour, pour faire la tournée des bars, quoi. J'ai envie de passer du temps avec toi et tout. Je lui ai tout expliqué et il m'a dit, écoute, je te donne ma parole. Si tu me vois reboire, tu viens me voir et tu me dis. Et pour moi, c'était un peu solennel et tout ce qu'il me faisait et tout. Et le week-end d'après, il a recommencé. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai dit, écoute, papa, tu m'as donné ta parole. Faut que t'arrêtes et tout. Et là, devant tout le monde, il s'est moqué de moi. Et tout le monde a rigolé. Et je me suis sentie tellement vexée que quand on est rentré chez lui, je me suis enfuie en fait. Je suis retournée chez ma mère et j'ai plus jamais voulu le revoir. Et je l'ai pas revu jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Et moi, je me disais, vas-y, j'ai pas besoin de lui, de toute façon, il sert à rien, etc. Donc, je prenais pas de ses nouvelles. J'avais vraiment coupé les ponts, quoi. Et un jour, j'étais avec ma meilleure amie. On promenait son chien dehors et je vois un homme. Et je sais pas pourquoi. Il a fait quelque chose qui m'a fait penser à mon père. Et j'allais le dire à ma meilleure amie. Et au moment où j'ai regardé le visage de cet homme-là, j'ai vu que c'était mon père. Et en fait, cet homme-là était SDF. Et c'est comme ça que je l'ai appris, en fait. Et je savais pas quoi faire. Je
j'avais pas les mots, en fait. Je me suis dit, j'y croyais pas, en fait. C'est tellement surréaliste que j'y croyais pas. Et en fait, il m'a pas reconnu moi, il a reconnu ma meilleure amie. Et il en a déduit que je devais être sa fille. Et donc, il est venu vers moi et il pleurait. Et, et à un moment donné, il m'a dit, ouais, j'en ai marre de cette vie, etc. Et il voulait mourir, en fait, il en avait marre. Et il y a un policier qui est venu et il l'a chassé, en fait, parce qu'il pensait qu'il nous embêtait. Alors qu'en fait, bah, pas du tout, j'étais sa fille, quoi. Du coup, il est parti. Et bien évidemment, je suis rentrée chez moi, j'ai prévenu ma mère. Et elle a tout fait pour pouvoir l'aider. Elle a prévenu ses frères, parce que mon père avait deux grands frères. Et eux aussi, ils ont essayé de l'aider, mais disons que c'est une tête de mule, mon père. Il pensait qu'il avait besoin de personne, en fait. Donc, à chaque fois qu'il lui trouvait une chambre d'hôtel ou je sais pas quoi pour habiter, il faisait tout le temps le bazar. Et du coup, il finissait toujours par retourner dehors, etc. Et moi, entre mon père qui était comme ça et j'avais pas envie de sortir dehors et de le croiser, et j'avais pas envie non plus. C'était compliqué avec ma mère et tout. Sauf que elle, quand elle a réussi à se séparer du père de ma sœur, je sais pas, elle a tellement vécu de trucs violents qu'elle est devenue violente elle-même. Pas envers ma sœur, parce que elle était très très fusionnelle même jusqu'à aujourd'hui. Mais envers moi, elle était très, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle me détestait en fait. Tous les jours, elle me tapait, tous les jours, elle m'insultait. Je savais pas pourquoi. Pourtant, je faisais pas de bêtises, vraiment. Je dis pas ça, mais je faisais vraiment pas de bêtises. J'étais vraiment sage et tout, et je sais pas, je comprenais pas. Et quand j'ai eu 18 ans, j'en ai eu marre. Je suis partie en fait. Je suis partie de chez ma mère. Donc moi, à la base, bon, je l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, c'est pas grave. J'habitais à Nantes. Et donc je suis partie en région parisienne et pour faire ma vie quoi. Donc j'ai pris un tout petit studio de 9 mètres carrés et je suis restée là-bas pendant 2 ans. Et en même temps, je travaillais. Donc je faisais mes études de droit au campus Paris 13 à Villetaneuse. Et en même temps, ben, je travaillais au McDonald's du Stade de France. Et voilà quoi, je vivais ma vie, c'était pas évident, mais je préférais être seule comme ça que être avec dans un endroit où j'ai pas ma place, où on me comprend pas, où tout le temps soit on me frappe, soit on m'insulte, c'est pas normal, hein, personne devrait vivre ça tous les jours. Donc voilà. Quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré un jeune homme. Donc moi j'étais sur Nantes, mais lui était en région parisienne. Et bah je suis tombée amoureuse de lui et tout, bref. Et je voulais tellement faire ma vie avec lui quoi que lui m'a dit bah moi j'ai envie de devenir musulman donc bah si on doit faire notre vie ensemble faut que tu t'intéresses à l'islam. Quand il m'a dit ça je me suis dit mais il est fou lui l'islam mais ça va pas quoi. Mais bon j'ai quand même regardé et tout et subhanallah j'ai été tellement je m'attendais pas à avoir toutes les réponses pardon à mes questions. Je m'attendais pas à me retrouver en fait. Et bah du coup j'ai voulu en savoir de plus en plus. J'ai commencé à parler à Allah. J'ai commencé à tous les jours je lui parlais, c'était comme mon confident en fait. Et à force il m'a montré des signes en fait et c'est là que j'ai su que bah l'islam c'était la vérité, c'était pas des blagues quoi, ça existe vraiment, Dieu il existe vraiment et du coup ça fait son cheminement dans ma tête mais je pouvais pas me convertir tant que j'étais chez ma mère parce qu'elle elle aurait jamais accepté. Et ma famille en général ils auraient jamais accepté. Et c'était tellement compliqué avec ma mère que si je pouvais m'épargner quelque chose. Du coup, bah, j'ai attendu en fait. Quand mon premier fils, il a eu 6 mois que je me suis convertie. Donc en août 2010, c'était pendant le Ramadan. Et c'est comme si j'avais trouvé une nouvelle famille en fait. Et moi, je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était un peu comme une formalité quoi. Genre, tu dis l'attestation des fois, c'est bon, t'es musulman et c'est bon quoi. Mais en fait, c'était autre chose et je m'attendais pas à retrouver autant d'amour en fait. Et bah, du coup, voilà, j'ai voulu tout de suite tout faire, en fait. Et c'était trop.
Du coup, j'ai pas pu tenir comme ça sur la longueur. Et donc, bah, comment dire, j'avais du mal à faire la prière, etc. C'était compliqué. Et même avec le père de mon fils, c'était assez compliqué. Du coup, on s'est séparés, en fait. Je suis restée 1 an et demi comme ça, toute seule avec mon fils, où en même temps, on s'occupait de secrétaire juridique. Et j'ai fini l'année, et j'ai fait mon mémoire de fin d'année. Et je suis passée devant des avocats, je suis passée devant des secrétaires juridiques. Et j'ai réussi, en fait, tout simplement. J'ai réussi mon année et j'étais tellement contente. Pour moi, c'était un aboutissement, en fait. J'ai tellement bataillé que d'avoir mon diplôme et tout, c'était un soulagement. Et donc voilà, je commençais ma nouvelle vie professionnelle puisque maintenant j'étais secrétaire juridique. J'ai trouvé un nouveau cabinet d'avocats dans le 17e arrondissement, près du Palais des Congrès. En même temps, je me suis remise avec le père de mon fils. Et quand j'étais enceinte de mon autre deuxième fils, on s'est séparés. Et donc après, je suis restée comme ça, toute seule, avec mes 2 enfants. C'était pas évident tout le temps. Surtout que moi, à la base, j'avais pas prévu ça. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai continué à être secrétaire juridique, j'ai continué à faire ma vie, quoi. Et c'était compliqué. Et j'avais vraiment besoin d'un pilier, de quelqu'un qui soit là pour moi, quoi. Parce que j'étais seule, en fait, je pouvais parler à personne. Ma famille, ils sont pas là. Mes amis, elles ont pas forcément d'enfants, elles ont leur vie. Donc des fois, j'avais des problèmes auxquels elles n'étaient pas confrontées. Donc bah, elles pouvaient pas me conseiller, elles pouvaient pas tu vois. Puis une fois qu'elles sont mariées ou qu'elles ont des enfants, bah, elles font leur vie, en fait. Tu calcules pas trop tes amis et tout. Ce qui est tout à fait, c'est normal quand on a chacune une vie, tu vois. Mais du coup, je me retrouvais seule et c'était dur pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais ben, peut-être que faut que je trouve un mari, peut-être faut que que je fasse ma vie avec quelqu'un. Donc j'ai commencé à beaucoup prier, à me rapprocher, en fait, d'Allah, de chercher à plus savoir, en fait, de plus en savoir sur la religion. Et, et un jour, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est jamais vu en vrai. On a parlé plusieurs mois ensemble. Et après, bah, on s'est mariés. On s'est mariés le 10 mai 2018. Et je suis émue parce que, en fait, la première fois que je l'ai vu, c'était le jour de notre mariage. J'étais tellement stressée, si tu savais. J'en pouvais plus et tout. Et quand je l'ai vu, subhanallah, j'avais l'impression qu'on se connaissait déjà. Que, je sais pas, genre, je l'ai regardé, je lui ai dit, on se connaît, non? Et il m'a regardé, et il m'a dit, non, non, on se connaît pas et tout. Et j'avais tellement peur, je pouvais même pas rester dans la salle où il y avait l'imam et tout. Je suis partie rejoindre mes fils et tout. Et après, bah, du coup, mon mari, il s'appelle Boudalé, il est resté avec les témoins et l'imam et tout. Et j'avais trop peur, j'étais pas bien. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Et après, après, on a dit au revoir à tout le monde et tout. Après, il est resté avec nous. Et je sais pas, c'était comme une évidence, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ce là, c'est tellement improbable. Et pourtant, c'était vrai, c'était là, tu vois. Et il a apporté plein de changements, en fait, dans ma vie, en dehors d'être un pilier pour moi et d'être un petit peu une référence pour mes enfants. Ils ont un père et leur père est là dans leur vie, ils les voient. Enfin, ils voient leur père, c'est ça que je veux dire. Mais, mais le fait que leur mère soit avec aussi un homme, ça va leur permettre d'avoir aussi une référence aussi chez eux. Et c'est trop important pour moi. Et quelques mois, en fait, après m'être mariée avec Boudali, ça allait pas, en fait, au cabinet d'avocat où j'étais, parce que, comment dire, en fait, l'avocate, elle écrit tout le temps sur moi. Mais le pire, c'est qu'elle le faisait tout le temps quand il y avait des gens. Et moi, j'aimais pas ça, en fait, parce que déjà, je suis pas comme ça, je le ferais à personne. Et dans ma vie, on m'a tellement rabaissée, humiliée, que pour moi, ça, c'était pas admissible. Et en fait, j'ai bloqué sur ça.
Et en fait, il y a plein de trucs qui sont arrivés en même temps, en fait. Il y a eu ça, et en même temps, ça faisait pas trop longtemps que j'étais mariée, et mon mari, lui, était entrepreneur, et donc, du coup, j'ai découvert un autre monde. Je savais pas du tout ce que c'était, ce monde-là. Pour moi, j'étais salariée, j'étais obligée d'être salariée, de toute façon, j'ai pas le choix et tout. Et là, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert aussi l'IEF, donc l'instruction en famille, et je me suis dit, mais c'est génial! C'est génial parce que moi, je passais mon temps à courir du matin au soir pour déposer les petits à l'école, les récupérer, puis t'as pas le droit d'arriver en retard parce que sinon tu dois rattraper tes horaires, etc. Bref. Et j'en avais marre en fait de ce rythme et j'ai vu que mes enfants, ça allait pas en fait, ils étaient pas bien, ils étaient pas heureux, tu vois. Mon fils, il faisait ses devoirs, il pouvait même pas les faire au centre parce que il avait pas le droit, bref, on va savoir pourquoi, je sais pas. Et donc, il les faisait que quand je le récupérais, donc vers 19h. Sauf que lui, il avait 8 ans en fait. Et à cette heure-là, t'es pas censé faire tes devoirs en fait, t'es trop fatigué. Pareil, le petit, il avait 3 ans, je le récupérais au centre, mais c'est pareil, il est tellement fatigué, si je me dépêchais pas de faire à manger, il s'endormait quoi. Et je voulais autre chose en fait. Je me suis dit, mais je veux pas ça pour ma vie, je veux pas ça pour mes enfants. En plus, je passe pas assez de temps avec eux, donc je veux autre chose. Et de là, j'ai fait la connaissance de personnes qui faisaient l'IEF et je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Mais c'est une grosse décision parce que t'emmènes tes enfants dans ton idée en fait. Et je voulais pas me tromper. IEF, ça veut dire instruction en famille. Et en fait, t'as plusieurs possibilités. En fait, soit tes enfants, ils suivent des cours par correspondance. Donc, ils sont inscrits dans une école en ligne et ils assistent aux cours chez toi, par exemple, en visio. Soit tu fais toi-même les cours à ton enfant et tu vas t'appuyer sur des supports que tu trouves, par exemple, comment on appelle ça, les livres qu'on trouve dans les centres commerciaux et tout ça, ou les livres que tu trouves dans des bibliothèques, etc. En fait, le principal, c'est que tu suives le programme de l'éducation nationale. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 2 années. La première année, je faisais que le petit, et le grand était inscrit dans un cours particulier, donc une école en ligne. Et la deuxième année, c'est moi qui a fait les deux. Et c'était trop bien, en fait. Parce qu'au tout début, quand on a fait justement IEF, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Tu confies tes enfants à l'école et tu te dis ils font faire le taf, mais ils font pas le taf. Du coup, je me suis retrouvée avec mon aîné qui était en CM1, qui savait ni faire des additions, ni des soustractions. Les tables de multiplication, il savait même pas ce que c'était. Il écrivait des choses, mais bref, il fallait tout reprendre. Fallait tout reprendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mais ça a pris du temps. Mais ça va, il était de bonne volonté, il s'est mis au travail. Et l'école où je l'ai inscrite en ligne, les gens étaient vraiment bienveillants, aussi bien la directrice que l'équipe pédagogique, les professeurs et tout. Et c'est trop bien, lui, il a adoré. Il a adoré ça. En plus, ça nous permettait de faire des sorties en dehors des périodes scolaires. Du coup, on a pu faire musée Grévin, des trucs comme ça. Et ils ont trop aimé. Même le petit, bon, lui, il détestait l'école, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu ne veux pas à l'école, c'est bon. Il est trop content que ça soit moi sa maîtresse. Et on a fait plein de trucs ensemble. Je lui ai fait du graphisme, je lui ai appris à faire des lettres, je lui ai appris l'alphabet, etc. Et même si c'était pas évident à mettre au début parce que moi je suis très scolaire, donc faut un cahier, faut faire comme ça et tout. Alors qu'en fait, quand ils sont en maternelle, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'informels, c'est beaucoup, ils vont beaucoup apprendre avec la motricité. Donc la pâte à modeler, les perles, la farine, des trucs comme ça. Et moi, j'étais pas assez créatif pour lui, donc du coup, au début, c'était dur. Mais une fois que j'ai compris c'était quoi, comment qu'il fallait faire, et ben, c'était bon, c'était parti. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 années. Et j'étais trop fière, parce que du coup, j'avais appris à lire, à écrire à mon fils. Et il savait vraiment bien le faire, quoi. Et pareil, mon aîné, lui, il allait rentrer au collège. Et c'est bon, il connaissait tous les trucs, il avait rattrapé son retard, etc. J'étais trop fière d'eux, en fait. Et après, on a arrêté. Ils ont repris l'école normale. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai eu ma première fille avec mon mari, qui est née en 2019. Et cette année-là aussi, j'ai perdu mon papa. Il est décédé. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose.
Moi qui me disais, ouais, de toute façon, j'ai pas besoin de lui, il sert à rien et tout. Et en fait, non, il servait pas à rien. Il était, un papa, c'est toujours important, en fait, dans une vie. Et je me suis dit, ouais, je m'en voulais, en fait. Je lui avais pas dit tout ce que j'aurais voulu lui dire. Pas que j'avais des reproches à lui dire ou à lui faire, mais j'aurais aimé lui dire, tu vois, que je l'aime déjà pour commencer, que, que je lui en veux pas. Parce que pendant longtemps, je lui en voulais. Je me suis dit, il m'a laissé tomber, il s'en fiche de moi. J'étais en colère contre lui. Mais ça m'est passé, j'ai compris en fait pourquoi. Et, et en fait, j'ai compris pourquoi parce que quand je me suis mariée avec Boudalé, ça m'a pas juste appris à... C'est quoi un... il m'a appris c'est quoi un homme, c'est quoi un père, c'est quoi un frère. Un... Il m'a appris vraiment tous les rôles qu'un homme pouvait avoir en fait. Et ça m'en a appris davantage aussi sur moi. Et lui, il aime beaucoup tout ce qui est neurosciences et tout ça. Et, et en fait... Attends. Je suis émue parce qu'en fait, j'ai découvert que enfin, ce que c'était vraiment être hypersensible, parce qu'on m'avait déjà dit quand j'étais petite, ouais, t'es hypersensible, mais en dehors des critiques des gens, moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Donc, pendant longtemps, j'ai pas calculé, je me dis, ouais, je suis hypersensible, je pleure facilement, c'est tout, en fait. Et en fait, j'ai découvert que c'était pas juste ça. Parce que mon mari, en s'intéressant à la neuroscience, il a découvert qu'il était multipotentiel. Et ben, moi, forcément, quand il faisait ces trucs devant moi, ben, moi aussi, je voulais les faire. Et j'ai découvert qu'en plus d'être hypersensible, c'était HPE. HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel. Donc, j'ai pas un fort QI intellectuel, mais j'ai un fort QI émotionnel. Ça veut dire que je ressens ce que les gens ressentent. Vraiment. Je peux vraiment me mettre à leur place comme si c'était moi qui vivais la chose. D'ailleurs, c'est horrible quand on regarde un film, parce que souvent, je suis là en train de pleurer et tout. Et c'est compliqué aussi quand il y a plein de monde, parce que je ressens comme si je ressentais le stress des gens, en fait. Je le ressens, je le stocke, et je suis comme une éponge, en fait. Ce qui fait que moi, ça me stresse. Donc, des fois, c'est compliqué. Par exemple, les centres commerciaux, c'est compliqué. Les transports, c'est compliqué. Mais je vais pas m'arrêter de vivre, donc je continue d'aller dans les transports, je continue d'aller dans les centres commerciaux. Et ça m'a appris plein de choses, en fait, sur moi. J'ai compris, en fait, c'est comme si j'avais déroulé toute ma vie et que j'ai compris pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'ai toujours été différente, pourquoi même j'ai subi du harcèlement scolaire pour ça, parce que j'étais différente, parce que pour les autres, j'étais excessive. Quand je me faisais mal, je me faisais très mal. Quand je sentais quelque chose, ça sentait mauvais, ça sentait très mauvais. Mais eux, ils se rendaient pas compte, en fait, que ce que moi je ressentais, c'était réel. Eux, ils pensaient que j'exagérais, en fait. Et donc, pour ça, j'ai subi du harcèlement scolaire pendant des années. Heureusement, il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là. On était là avec notre Nokia 3310, il y avait ni la couleur, ni... Heureusement. Et donc, je me dis, moi, j'ai envie de savoir qui je suis pour pouvoir aussi aider mes enfants. Parce que quand on est hypersensible, on a de grandes chances d'avoir des enfants hypersensibles. Donc on n'a pas tous la même hypersensibilité. On peut très bien être hypersensible, mais pas être très très hypersensible. Et c'était important pour moi de savoir qui je suis pour pouvoir les aider, en fait, leur donner des outils. Parce que c'est le rôle d'une mère, enfin, c'est le rôle des parents. Tu as plus d'expérience dans la vie. Donc quand tu vas élever ton enfant, en dehors de l'éducation que tu vas lui apporter, en fait, tu lui apportes comme une caisse à outils et tu lui dis, voilà, cet outil te sert à ça, tu pourras en faire ça, etc. Et c'était important pour moi de faire ça pour eux. Parce que je vois que souvent, les gens qui sont hypersensibles, souvent, ils en souffrent. Parfois, même quand ils deviennent adultes, leur vie, c'est un cauchemar. Parce qu'ils sont vraiment incompris par les gens. Ils sont souvent seuls. Et souvent, le pire de ça, moi, je l'ai appris que j'étais hypersensible, j'avais 34 ans. Mais c'est même pas quelque chose de rare, en fait. Il y a des gens de leur vie, ils l'apprennent jamais. Parce que, en fait, dans la société dans laquelle on vit, on sait pas trop ce que c'est, en fait. On sait pas trop ce que c'est que l'hypersensibilité. Être HP, encore moins. Et c'est dommage, en fait, parce qu'on pourrait éviter des choses. Il y a des gens, quand on est HPE, vu que ce qu'on ressent, c'est très fort, c'est comme
si on ressentait tout le temps des tsunamis d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère, etc. Et donc forcément, tu dois t'en douter, le problème, c'est gérer les émotions. Il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles ou même HPE qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et malheureusement, ils ont recours à des addictions en fait. Tout ça parce qu'en fait, ils sont pas compris. Alors que si quelqu'un leur avait dit, mais en fait, t'es pas bizarre, c'est juste qu'en fait, tu es hypersensible ou tu es HPE et comment je peux t'aider? Ben, en te disant déjà ce que tu es et en te disant, ben, c'est normal en fait que toi tu réagisses comme ça. Qu'on explique en fait aux personnes et qu'on soit présente tout simplement pour elles. Et aussi des caractéristiques des HPE, c'est qu'on a une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'on va penser à quelque chose qui va nous faire penser à quelque chose, qui va nous faire penser à quelque chose, qui nous fait penser à quelque chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle plus pourquoi je te dis tout ça. Attends, faut que je me recentre sur ce que je te disais. Ouais, donc du coup, pendant 2 ans, j'ai fait IEF. J'ai eu ma première fille, puis on a arrêté. Et j'ai repris aussi, quand mon papa est décédé, j'ai touché une partie de son héritage et ça m'a permis de faire plein de choses. Déjà, j'ai repris, une boutique en ligne de prêt-à-porter islamique parce que moi, je voulais absolument avoir mon truc à moi. Je voulais plus être secrétaire juridique parce que pour moi, c'est pas que je voulais plus être secrétaire juridique, c'est que comment dire, je veux pas travailler avec des gens qui sont comme ça, qui sont mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils sont pas tous. Attends, j'ai un problème. Ils sont pas tous comme ça, bien heureusement. Mais il y en a beaucoup. Et donc comme je peux pas trop faire le tri et que de toutes les manières je pourrais jamais travailler avec mon voile, moi je me suis dit je vais faire autre chose. Et en étant en contact de mon mari, lui qui était entrepreneur, il m'a montré ce qu'était l'entrepreneuriat. Et donc il m'a dit en fait t'es là, t'es pas bien. Et tu peux pas rester comme ça. Donc, faut que tu prennes une décision. Et ça a mis du temps à être dans ma tête, à ce que je change d'avis et tout, parce que en plus, je suis très têtue. Donc, pour moi, je me suis dit, mais non, mais je peux pas partir, même si elle me parle mal, même si elle fait des trucs mal, je peux pas la laisser, en fait, l'avocate. J'ai pas envie de la mettre en galère, en fait. Et je me suis rendu compte que des fois, tu sais, t'as pas envie d'être injuste envers les gens, donc tu fais tout pour qu'ils soient bien. Mais le pire de ça, c'est que t'es injuste envers toi-même, en fait. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ouais, faut que je fasse quelque chose. Et vu que ça allait vraiment pas bien, j'étais vraiment mal. J'étais vraiment comme malade, en fait. Dès que j'allais là-bas, j'étais malade, je faisais que de vomir, j'avais mal à la tête, c'était impossible pour moi de rester là-bas. C'est comme si mon corps, il rejetait le fait d'être dans un lieu. Et donc, mon mari m'a dit, va voir le médecin. Et donc, quand je suis allée voir le médecin, j'ai même pas eu besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il a direct compris, en fait. Il m'a dit, je vous mets une semaine en arrêt et si jamais ça va pas, vous revenez me voir. Donc, moi, j'ai fait ma semaine. Et au bout de la semaine, vu que j'étais pas au travail, j'étais super bien. Et je me suis dit, c'est bon. C'était rien, en fait, c'est passé. Donc, je suis retournée au travail. Sauf que le jour même où je suis retournée, mes symptômes que j'avais, ils sont revenus, mais en pire. En pire, c'était impossible. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'était impossible pour moi de rester là-bas. Du coup, j'ai arrêté, en fait, tout simplement. Et je me suis posée. Et c'est là qu'après, quand mon papa est décédé, j'ai repris la boutique en ligne. Et je suis restée 3 mois à pas savoir quoi faire, parce que du coup, j'avais repris une boutique et que c'était pas un truc tout nouveau. Enfin, c'était nouveau pour moi, mais la boutique en elle n'était pas nouvelle. Il y avait déjà plein de clientes. Et moi, j'avais peur de les décevoir. Donc, je savais pas trop quoi faire, quoi. En plus, il y avait plein d'articles qui marchaient super bien, mais il y avait plus de stock et tout. La fille, la plupart du temps, quand elle les achetait, elle les faisait fabriquer en Chine. Et là, il y a eu le Covid, donc j'avais plus contact avec ces fournisseurs-là, c'était compliqué. Donc, j'ai dû trouver d'autres solutions. Et on a trouvé d'autres. Et ça m'a appris plein de choses, en fait. Parce que souvent, on se dit dans la vie, moi, je prévois, ma vie, elle sera comme ci, comme ça, et
Limite, on prévoit tout, c'est millimétré. Mais ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours des imprévus. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est, tu pars d'un point A, tu vas aller à un point B, mais entre ces deux points, il y a tellement de choses qui vont t'arriver. Ça fait peur, mais c'est génial, en fait, parce que tu vas en apprendre plein sur toi. Et moi, c'est ça que ça m'a permis, en fait, l'entrepreneuriat. Ça m'a appris énormément de choses sur moi. Et même tous les gens qui m'entourent, ils me le disent, je suis plus la même. Moi, avant, j'étais hyper timide. C'était impossible que je dise quoi que ce soit à quelqu'un. Déjà, on me disait bonjour, j'étais au bout de ma vie, j'étais toute rouge. Et ça m'a fait à me défier, en fait. En rentrant dans l'entrepreneuriat, j'étais à la rencontre de moi-même, en fait. J'ai été chercher ce que j'avais vécu et j'ai été essayer de pas trouver des solutions, mais essayer d'en faire quelque chose, quoi. Parce que même si ce que j'ai vécu, ben, c'était dur, je regrette pas d'avoir vécu ça. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis fière, en fait, d'être celle que je suis là devant toi. Et c'est énorme pour moi de te dire ça parce que jamais de la vie, j'aurais pu dire ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très dur avec moi-même. J'avais pas une bonne estime de moi, que ce soit physiquement ou mentalement. Et donc, pouvoir te dire aujourd'hui que je suis fière de moi, c'est énorme. Et c'est là que je me rends compte, en fait, tout le chemin que j'ai accompli. Et en même temps, je pense à mes enfants et à mes filles. Parce que du coup, j'ai eu une deuxième fille. Et je me dis, je suis fière d'être leur maman et qu'elle puisse voir, en fait, mon évolution, qu'elle puisse voir, que je puisse leur transmettre quelque chose comme ça. Et voilà. Et du coup, avec mon mari, on a créé un organisme de formation. On s'est beaucoup, beaucoup formé. On a aussi investi dans un complexe sportif en Tunisie. Et on a fait comme ça, notre bonhomme de chemin. Et à force d'apprendre des choses, on s'est dit, non mais... En plus, je parlais autour de moi, parce que les gens, ils me connaissaient, ils me disaient, mais alors tu fais quoi de la vie? Et quand je leur disais, bah, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'ai une boutique à moi, les gens, ils se disaient, mais... C'est pas secrétaire juridique avant? Si, je l'étais. Mais ça m'empêche pas d'avoir d'autres rêves, d'avoir d'autres envies. Et quand j'expliquais mon parcours, les gens, en fait, ils se reconnaissaient dans ce que je disais. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, les femmes, il y en a énormément qui aimeraient être entrepreneurs, qui aimeraient avoir un truc à elles, qui leur appartient, ou à mettre leur personnalité dedans, ou ça soit aligné avec leurs valeurs, avec ce qu'elles ont envie de faire. Et là, avec mon mari, on s'est dit, bon, on peut pas laisser toutes ces femmes, parce que c'était pas... Au début, moi, je pensais que c'était propre à moi, que c'était que moi qui avais un problème, mais en fait, non. En fait, c'est simple. C'est normal d'avoir peur, parce que l'entrepreneuriat, la plupart du temps, c'est inconnu. Et donc, c'est normal d'avoir peur. Mais il faut que ça fasse aussi votre chemin. Et c'est pas en restant dans votre peur que vous allez avoir quelque chose. Il faut que vous passiez à l'action. Chacun à son rythme. Pas forcément des grandes choses, mais faire tous les jours des petits trucs, ça va faire qu'à la fin, vous aurez construit quelque chose. Et c'est comme ça, moi, que j'ai fait. Au début, j'avais une boutique, j'ai mis petit à petit des choses en place. Et toujours des petites choses, parce qu'au début, ça fait peur. Et puis après, on voit ce qu'on a fait, on se dit, ah ouais, que j'ai quand même réussi à faire ça. On prend confiance en soi. On se dit, bah je vais continuer, ça a l'air de plaire et tout. Et c'est bien parce qu'en fait, en construisant quelque chose pour les autres, parce que quand tu entreprends, tu as envie de faire quelque chose pour les autres, mais en fait, c'est toi que tu vas trouver, en fait. Et tu vas construire pour les autres, mais cette chose que tu vas construire pour les autres, ça va te construire toi. Et c'est ça qui est génial, en fait. Parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé à entreprendre, je m'attendais pas à trouver quelque chose pour moi. Moi, j'étais beaucoup altruiste, je pensais beaucoup pour les autres, je voulais vraiment aider les gens, faire de l'humanitaire, et si je pouvais changer le monde, j'aurais changé le monde. Mais moi, j'en avais rien à faire de moi. Et quand j'ai vu tout ce que je voulais mettre en place pour les gens, tout ce que je faisais, ça m'apportait quelque chose à moi. Je sais pas, ça a été une révélation, en fait, pour moi. Et je me suis dit, en fait, c'est génial. Il y a que quand tu entreprends que tu vois ça. Quand tu es salarié, on t'apprend pas qui tu es. On s'en fout qui tu es. On s'en fout de ce que t'aimes pas faire. Tu fais le travail pour quelqu'un. T'es payé parce que tu donnes ton temps. T'es pas payé parce que ton avis, là,
t'es pas payé parce que ton envie intéresse les gens, parce que ce que tu vas apporter, ça va intéresser les gens, parce que tes compétences ou tes valeurs, ça va intéresser les gens. T'es payé parce que tu donnes ton temps. Et moi, ça, je savais pas ça. Et quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais vraiment, c'est génial, en fait. À aucun moment, même si c'est dur, ça fait peur, c'est un peu une bataille parce que c'est pas évident, mais on est toutes capables, en fait, de trouver en nous les ressources. Et c'est vraiment une aventure, j'ai même pas de mots, en fait. En fait, pour moi, oups. Pour moi, ça a été génial, en fait. Du coup, forcément, si tu me demandes est-ce que tu recommanderais aux gens d'être entrepreneurs, ben, je te dirais, ben oui, fonce. Fonce, qu'est-ce que t'attends? Reste pas là, fais quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'avec mon mari, on a décidé, en fait, d'aider toutes ces femmes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie d'entreprendre, qui savent pas par où commencer. Ou qui ont déjà entrepris, mais elles voient qu'elles manquent de compétences. Moi, ça a été mon cas quand j'ai pris ma boutique en ligne. J'avais absolument aucune compétence en vente, en commerce, en marketing digital, etc. J'avais rien du tout. Forcément, je me suis formée pour avoir ces compétences. Et clairement, ça fait la différence. Il y a plein de choses, en fait, à mettre en place que, comme ça, on n'y pense pas, en fait. Et donc, du coup, je me suis formée en marketing digital, en e-commerce, en blogging, en emailing, en dropshipping. Je crois bien, on a tout fait. Même en formation en ligne, on a tout fait. Et de là, on s'est dit, mais faut qu'on aide les gens, en fait. Parce que c'est pas une problématique qui est propre à moi, c'est une problématique qui est propre à plein de gens. Et moi, j'ai vraiment eu envie d'accompagner les femmes. Et limite, je dirais, c'est un combat, en fait. C'est un combat. Parce que c'est bon, on sait, les hommes, ils entreprennent. C'est pas un secret. On sait que les hommes, ils entreprennent. On en voit partout. Même dans la télé, on en voit plein, dans les pubs et tout. Mais on n'en parle pas des femmes. Et pourtant, on est là. On existe et nous aussi, on a envie d'entreprendre. Et donc, avec mon mari, on s'est dit, bah, on va aider ces personnes-là. On va aider ces femmes-là. Et on va les prendre par la main. Et on va construire ensemble leur projet de A à Z jusqu'à la fin. On t'accompagne, on te prend la main, on passe étape par étape. Tu vas à ton rythme. Si tu veux aller vite, on va vite. Si tu veux pas aller vite, on va pas vite. Et on a mis en place des formations, donc, dont une de nos formations qui s'appelle Changer la donne, ou comme son nom l'indique, on veut vraiment changer la donne, on veut vraiment taper du poing sur la table, dire nous aussi on est là, nous aussi on existe, et nous aussi on veut notre part du gâteau. Et voilà, donc on a mis cette formation en place, et dedans il y a du marketing digital, dedans il y a de la création d'entreprise, il y a aussi un peu de juridique, parce que quand tu crées une entreprise, que ce soit une société ou une micro-entreprise, tu es obligé de mettre en place des trucs juridiques, les mentions légales, les CGV, etc. Au moins ça, tu vois. Et vu que bah, là, toute l'expérience que j'ai eue en tant que secrétaire juridique, bah, là, elle sert en fait. Elle sert parce que du coup, j'ai des compétences dans le juridique et je peux accompagner les sœurs dans le juridique, quoi. Et on les accompagne aussi avec du coaching individuel. Donc, c'est moi qui le fais on va dire tête à tête avec la sœur, où on parle de comment elle avance, ce qu'elle a envie de faire, est-ce que ça lui plaît, etc. Et c'est vraiment que entre elle et moi. Et après, il y a aussi des coachings collectifs, où là, c'est par petits groupes, où on va traiter un sujet qu'on a vu en cours, mais on va l'approfondir. On va faire des exercices, des études de cas, des cas pratiques, des simulations. Parce qu'il y a des moments où on peut pas y couper. On est obligé de faire des simulations comme ça. Quand la sœur, elle va se retrouver toute seule face à ce qu'elle va devoir faire, ben, elle saura le faire parce qu'elle l'aura déjà fait, en fait, tout simplement. Et on a mis aussi en place des ateliers pour les personnes qui sont vraiment en difficulté. C'est-à-dire que la formation, le coaching individuel ou même collectif, ça suffit pas. Elle n'arrive pas à s'en sortir avec la formation, pourtant elle a envie de faire quelque chose. Et ben du coup, on a mis en place des ateliers pour vraiment faire comme un cours particulier, en fait. Et donc, on a mis en place une formation pour que les sœurs, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, ça soit plus facile, ça soit plus rapide, parce que ça prend énormément de temps. Donc, et on va s'aider pour ça de l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, je suis en train de faire tout ça. On a pris tellement de formations, on a pris aussi des formations pour faire des sites internet. Donc, on peut aussi apprendre aussi à faire des sites internet, à faire des applications mobiles iOS, à faire... il y a plein de trucs, en fait. Et donc, ça, c'est fait que pour les sœurs ou les couples.
parce que des fois, les gens ont envie de travailler en couple, comme moi et mon mari. Et on les aide, en fait, quand ils savent pas par où commencer, quand ils veulent faire une reconversion professionnelle, quand ils ont envie d'avoir juste un revenu complémentaire, ou bien s'ils ont envie de voir plus grand, créer vraiment quelque chose, une société, une entreprise. Et on est là, en fait, pour accompagner toutes ces personnes-là. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui s'est passé avec le Covid, on a vu que avant le Covid, il y avait beaucoup de choses qui étaient physiques. Et quand il y a eu le Covid, on a vu qu'en fait, si t'as pas de présence en ligne, si t'es pas si t'as pas une présence digitale, bah, ça se trouve, tu vas perdre ton business, tout va s'écrouler, alors que t'étais pourtant peut-être bien parti. Et donc, c'est hyper important d'être présent dans le digital, c'est hyper important d'avoir une présence aussi dans les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça que nous, on s'est formés là-dedans pour pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles construisent vraiment quelque chose de solide, tout simplement. Si j'avais un conseil à donner, je sais que souvent, on a tendance à avoir peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui est inconnu. Et pourtant, détrompez-vous, parce que, en fait, les femmes, naturellement, elles sont entrepreneurs. Pourquoi je dis ça? Parce que quand t'es là avec tes enfants, t'en as pas qu'un, t'en as plusieurs, et que tu sais qui doit faire quoi, tu sais distribuer les tâches et tout, mais t'es en train de faire quoi là? T'es en train de faire comme un chef d'entreprise, t'es en train de diriger quelque chose, donc naturellement tu vas savoir le faire. Donc l'entrepreneuriat pour toi, t'auras des compétences à apprendre forcément, parce que tu connais pas tout, mais t'as quand même une base. Et donc faut pas avoir peur en fait de se lancer, faut juste y aller, et si vous avez besoin que je vous accompagne, ben je suis là, je serais ravie de vous aider.